Le capitaine Jack Morrison dégustait son café du matin lorsque les sirènes d'alarme se sont mises à hurler. La station minière Titan's Edge était restée silencieuse pendant des semaines, comme il l'aimait. Son équipage travaillait en paix dans les champs d'astéroïdes, extrayant des métaux précieux des rochers flottants dans l'obscurité entre les étoiles. « Capitaine, nous recevons un signal de détresse », annonça Lisa Grant de son poste. La jeune femme avait rejoint l'équipe il y a 6 mois en tant qu'officière scientifique. Elle était douée dans son domaine, même si elle parlait trop souvent de formes de vie extraterrestres qu'il ne rencontrerait probablement jamais. Jake posa sa tasse et se dirigea vers l'écran principal. Il fit passer le message. Le message parvenait en fragments, des sons étranges se mélangeaient à ce qui ressemblait peut-être à des mots. L'ordinateur tentait une traduction, mais échouait constamment. Celui qui émettait ce signal parlait une langue inconnue de l'humanité. « C'est provenant de la zone morte », dit Pete Collins, leur ingénieur en chef. Homme corpulent, aux mains calleuses, il possédait un talent particulier pour réparer des choses censées ne pas fonctionner. Située à environ 2 heures de vol à vitesse maximale, la zone morte, c'était ainsi qu'ils appelaient l'espace vide au-delà des champs miniers, un endroit où rien ne vivait. Rien d'humain en tout cas. « Capitaine, j'ai détecté un vaisseau », annonça Lisa, la voix pleine d'excitation. « Il est immense, vraiment immense, et il est endommagé. » Un objet sombre dérivait dans l'espace, sur l'écran. Il était plus long que 3 vaisseaux humains réunis. D'étranges pointes sortaient de sa coque, comme les dents d'une bête géante. Certaines parties brillaient d'une lumière rouge, tandis que d'autres étaient sombres et froides. « Ce n'est pas humain, » dit Pete d'une voix calme. « Pas du tout, » répondit Jake. Il passait 20 années dans l'espace. Il avait vu des pirates, des commerçants et des navires militaires provenant d'une 12aine de colonies humaines. Ceci était quelque chose d'entièrement différent. Lisa travaillait frénétiquement. « Capitaine, l'ordinateur commence à comprendre leur langue. Ils demandent de l'aide. Leur vaisseau est en train de mourir. » Jake réfléchit. Le premier contact avec une race extraterrestre était censé être géré par l'armée ou le corps scientifique. Les capitaines mineurs comme lui n'étaient pas formés à cela. Mais quoi qu'il en soit, le vaisseau était en difficulté et demandait de l'aide. « Pete, pouvons-nous nous amarrer à ce vaisseau ?» L'ingénieur examina les données. « Leur coque est peut-être épaisse, mais je distingue ce qui ressemble à un sas. C'est pourtant plus grand que le nôtre. Lisa, envoyez-leur un message. Dites-leur que nous voulons les aider. » Lisa travailla plusieurs minutes à son poste. Finalement, elle leva la tête. « Je l'ai envoyé, capitaine. Des signaux d'amitié basiques et des images pour leur montrer notre volonté de nous amarrer. » Ils attendirent. Le vaisseau extraterrestre dérivait silencieusement dans l'espace, ses lumières rouges pulsant comme un cœur. Puis vint la réponse. La voix était grave et rauque, comme du gravier roulant dans un tube métallique. L'ordinateur traduisait lentement, mot par mot. « Vous osez vous approcher des guerriers de Ketar. Déclarez votre intention ou soyez détruits. » Jake regarda son équipage. Pete vérifiait leurs armes, de simples lasers miniers et quelques vieilles pièces de défense. Lisa essayait de ne pas paraître effrayée. « Envoyez-leur que nous sommes là pour les aider. Dites-leur que nous avons reçu leur appel de détresse. » Cette fois, la réponse arriva plus rapidement. « Vous avez reçu notre appel à l'aide. Impossible. Vous êtes trop petit. Vos vaisseaux sont des jouets. » Jake sentit sa colère monter, mais il garda le contrôle. « Dites-leur que notre taille n'a pas d'importance. Nous pouvons quand même les aider. » Quelques minutes passèrent, puis de nouvelles lumières apparurent sur le vaisseau extraterrestre. Un sas s'ouvrit, beaucoup plus large que toute conception humaine. « Ils nous permettent de nous amarrer, » dit Lisa. « Mais, capitaine, ils nous mettent en garde contre toute tentative hostile. Ils disent être des guerriers, et ils nous tueront si nous les menaçons. » « Magnifique, marmonna Pete. Nos premiers amis extraterrestres veulent nous tuer. » Jake se dirigea déjà vers le sas. « Lisa, apportez votre équipement de traduction. Pete, apportez vos outils. Si leur vaisseau est en train de mourir, peut-être pourrons-nous le réparer. »« Capitaine, ne devrions-nous pas appeler les renforts ?» demanda Lisa. « De qui ? La base militaire la plus proche est à 6 semaines de distance. Si ces extraterrestres voulaient nous tuer, ils l'auraient déjà fait.
La procédure d'amarrage dura 1 heure. Le vaisseau extraterrestre étant immense, leur petit navire ressemblait à un jouet. Lorsque les sas se connectèrent, Jake put entendre des pas lourds de l'autre côté. La porte s'ouvrit avec un sifflement d'air. Jake avait vu des images d'extraterrestres dans des films et des livres. Il pensait être prêt. Il se trompait. La créature qui traversa le sas mesurait plus de 2 mètres et était couverte d'une armure qui semblait naturelle. Elle avait 4 bras, chacun se terminant par des mains avec trop de doigts. Sa tête était longue et étroite, avec de petits yeux rouges et une mâchoire pleine de dents acérées. 2 autres créatures, aussi imposantes et effrayantes, la suivirent. Le leader parla, et l'ordinateur traduisit. « Je suis le commandant Zéar de l'Empire de Gdvar. Vous êtes les faibles qui avez répondu à notre appel. » Jake avança, essayant de ne pas montrer sa peur. « Je suis le capitaine Morrison. Ceci est mon équipage. Nous sommes venus pour aider. » Zar les regarda un long moment. Lorsqu'il parla de nouveau, sa voix était empreinte de doute. « Vous êtes petit, faible. Votre vaisseau ne possède aucune arme digne de mention. Comment des créatures comme vous pourraient-elles aider les guerriers de Kedvar? Qu'y a-t-il de mal à votre vaisseau ?» demanda Pete, se mettant à côté de Jake. Le regard du commandant extraterrestre se posa sur l'ingénieur. « Notre cœur de puissance a été endommagé. Nous avons combattu les démons des ombres dans le vide entre les mondes. Ils nous ont gravement blessés avant que nous ne nous échappions. L'appareil de traduction de Lisa travaillait dur pour décoder ce qui suivit. Zar leur raconta l'histoire de créatures qui vivaient dans l'obscurité entre les étoiles, des entités capables d'apparaître et de disparaître comme des fantômes. Des monstres qui rendaient les équipages fous avant de détruire leurs vaisseaux. Nous avons pourchassé un groupe d'entre eux. Zifar nous a dit que 6 démons des ombres attaquaient nos colonies extérieures. Nous les avons blessés, mais ils nous ont encore plus blessés. Maintenant, notre vaisseau meurt lentement et ces démons vivent toujours. » Jake écouta l'histoire avec une inquiétude croissante. Quelles que soient ces créatures, elles semblaient dangereuses. Où sont-elles maintenant? De retour au vide? Mais elles reviendront toujours. Pete examinait déjà les données du vaisseau extraterrestre. « Votre cœur de puissance est défaillant, mais je pourrais peut-être le réparer. Nos technologies sont différentes, mais l'énergie est de l'énergie. » Zar regarda le petit humain. « Vous risqueriez vos vies pour aider les guerriers. Vous ne savez pas. »« C'est ce que font les hommes, » dit Jake simplement. « Ils s'entraident. » Le commandant extraterrestre resta silencieux un instant, puis il fit un signe. « Entrez donc, petit mortel. Voyez si votre technologie faible peut réussir là où l'ingénierie de Kedvar a échoué. » Alors qu'ils pénétraient plus profondément dans leur vaisseau, Jake se demanda dans quoi ils s'embarquaient. Les démons des ombres sonnaient sinistres, mais les Kedvar avaient besoin d'aide et tourner le dos à des gens dans le besoin n'était pas quelque chose que Jake Morrison pouvait faire. Derrière eux, l'espace restait sombre et silencieux. Pour l'instant, l'intérieur du vaisseau Ketar avait l'apparence d'une forteresse conçue pour les géants. Les murs étaient constitués de métal épais, recouverts d'angles tranchants et de montages d'armes. Tout était conçu pour la guerre. Même les lumières étaient rouges, donnant au couloir une apparence sanglante qui dérangeait Jake. Le commandant Zéar les conduisit à travers des couloirs pouvant accueillir 4 humains marchant côte à côte. D'autres guerriers de Gdvar les observaient passer. Les extraterrestres se murmuraient dans leur langue rauque. Jake n'avait pas besoin d'un traducteur pour savoir qu'ils ne parlaient pas des humains avec bonté. « Vos semblables ne sont pas forcément impressionnés par nous, » dit Lisa doucement. Zar l'entendit. « Mes guerriers ont conquis 12 systèmes stellaires. Ils ont combattu des ennemis qui feraient fuir vos personnes, mais ils n'ont jamais vu des créatures aussi petites venir les aider au combat. En fait, on ne vient pas se battre avec vos démons des ombres. On vient réparer votre vaisseau, dit Jake. Le commandant répliqua. C'est pareil. Un vaisseau qui ne peut pas combattre est un vaisseau qui meurt. Ils atteignirent la salle des machines et Pete siffla bas. Le cœur de puissance de Ketar était immense, facilement 10 fois la taille de n'importe quel vaisseau humain. Mais il était clairement endommagé. Des fissures parcouraient le boîtier principal, et plusieurs panneaux de commande étaient éteints. « Que s'est-il passé ?» demanda Pete en caressant le métal endommagé. « Des griffes de démons des ombres », répondit un des autres guerriers Kedvar. Son nom était Gort,
et ses plaques d'armure étaient couvertes de cicatrices. Ils peuvent toucher des choses qui ne devraient pas l'être. Ils pénètrent à l'intérieur des machines et les détruisent de l'intérieur. Lisa analysait les dégâts avec ses instruments. C'est bizarre. Le métal semble s'être désagrégé de l'intérieur. Comment est-ce possible? Les petits yeux rouges de Gort se fixèrent sur elle. Les démons des ombres ne suivent pas les lois de la matière normale. Ils existent entre les mondes, dans les trous où la réalité s'amincit. Pete sortit déjà des outils de son sac à dos. Peu importe de quoi ils sont faits, c'est quand même un moteur, et les moteurs se réparent. Il regarda Zéar. « J'ai besoin de quelques-uns de vos hommes pour me déplacer ces pièces lourdes. » Le commandant extraterrestre donna des ordres dans sa propre langue. Bientôt, des guerriers de Kétar travaillaient aux côtés de Pete, suivant ses instructions. Ils ne comprenaient visiblement pas comment le petit humain en savait autant sur leur technologie, mais ils pouvaient voir qu'il savait. Jake trouva un coin tranquille et activa son système de communication. Message prioritaire du commandant. Il fallut plusieurs minutes pour que le signal atteigne la Terre et qu'une réponse revienne. Lorsque ce fut le cas, le visage de l'amiral Kate Brennan apparut sur le petit écran. Elle était une femme âgée, aux cheveux gris et aux yeux perçants. « Jake Morrison, que faites-vous en appelant le commandement de la flotte? Vous êtes censé extraire des astéroïdes. » « Nous avons une situation, amiral. Un premier contact avec une race extraterrestre. Ils se disent les Khadvar, et ils sont dans le besoin. » Jake expliqua rapidement l'appel de détresse, le vaisseau endommagé et les démons des ombres. L'amiral Brennan écouta sans interruption. « Des démons des ombres, dit-elle à la fin. C'est un nom intéressant. Savez-vous de quoi il s'agit ?» L'amiral resta silencieuse un instant. « J'envoie de l'aide. Le vaisseau Amitié arrivera dans 18 heures. Le docteur Alan Fox, accompagné d'une équipe diplomatique, est à bord. Avec respect, amiral. Ces extraterrestres sont des guerriers. Ils sont chassés par des créatures qui sonnent comme des cauchemars. Peut-être devriez-vous envoyer un groupe de combat plutôt que des diplomates. » L'amiral Brennan sourit. « Croyez-moi, Jake, le docteur Fox est exactement la personne qu'il vous faut pour cette situation. » La communication se termina, laissant Jake figé devant un écran vide. Il ne comprenait pas pourquoi l'amiral semblait si sereine face aux démons des ombres, mais il avait appris à faire confiance à son jugement au fil des années. De retour dans la salle des machines, il trouva Pete en discussion animée avec Gortak sur la meilleure façon de reconnecter les câbles électriques. Malgré la barrière linguistique, les deux ingénieurs semblaient se comprendre parfaitement. « Combien de temps pour la réparation ?» demanda Jake. « 6 heures, répondit Pete. Leur technologie est plus évoluée que la nôtre, mais elle suit les mêmes principes fondamentaux. Zfar se tenait à proximité, observant ses guerriers recevoir les ordres d'un humain. Votre ingénieur connaît son métier, mais 6 heures, c'est peut-être trop long. Pourquoi ? Le commandant extraterrestre indiqua un écran. Nos capteurs longue portée fonctionnent encore. Quelque chose s'approche du néant. Jake regarda l'écran. Il ne pouvait pas déchiffrer les symboles extraterrestres, mais Lisa travaillait avec son traducteur. Son visage pâlit. « Capitaine, il détecte 6 objets se déplaçant rapidement vers ce système. Les démons des ombres reviennent, » dit Zar. Sa voix était calme, mais Jake percevait la peur en dessous. Ils nous ont trouvés. Autour de la salle des machines, les guerriers Kétar interrompirent leurs tâches. Ils commencèrent à vérifier leurs armes et à échanger des paroles à voix basse. Jake avait déjà vu des soldats se préparer au combat. Mais cela était différent. Ces guerriers ne se préparaient pas à combattre. Ils se préparaient à mourir. « Combien de temps leur faudra-t-il pour arriver ?» demanda Jake. « 4 heures, répondit Gorak. Peut-être moins. Pete releva la tête de son travail. J'ai besoin d'un minimum de 6 heures, voire 8, pour une réparation soignée. Zapar sortit une épée courbe de sa ceinture. La lame brillait sous la lumière rouge. Alors, nous combattrons avec ce que nous avons et mourrons avec honneur. Peut-être pas, dit Jake. De l'aide arrive. Le commandant extraterrestre le fixa. Quelle aide ? Vos gens connaissent les démons des ombres, je ne sais pas. Mais l'amiral Brennan ne semblait pas surprise lorsque je lui en ai parlé. Lisa surveillait les objets qui s'approchaient. Ils ne respectent pas les lois physiques habituelles, dit-elle. Ils se déplacent plus vite que la lumière, sans aucune signature énergétique reconnaissable. Les démons des ombres traversent l'espace plié comme s'ils marchaient par une porte. Jake tenta de contacter l'amitié.
Mais le vaisseau était encore trop loin. Quels que soient les plans du docteur Fox et de son équipe diplomatique, ils avaient mieux valoir un bon plan. 2 heures passèrent. Pete travaillait frénétiquement sur les machines, tandis que les guerriers Ketar préparaient leurs armes. Les démons des ombres se rapprochaient. 1 heure avant leur arrivée, annonça Lisa, Zéphar rassembla ses guerriers. Aujourd'hui, nous affrontons les chasseurs du néant. Nous ne survivrons peut-être pas, mais nous leur montrerons que les guerriers Ketar ne meurent pas facilement. Ces soldats manifestèrent leur accord par des cris, leurs armes pointées vers le plafond. Mais Jake voyait la peur dans leurs yeux. C'étaient des créatures qui avaient conquis des systèmes stellaires, mais elles étaient terrifiées par ce qui approchait. « Monsieur, » appela Lisa, « j'ai un signal de l'amitié. Ils sont à 30 minutes. » Jake activa le système de communication. Le docteur Allen Fox apparut à l'écran. C'était un homme mince, aux yeux doux et à un sourire calme. « Capitaine Morrison, ceci est le docteur Fox. Je comprends que vous ayez des difficultés avec les éthérés. Lesquels, ces êtres que vous appelez les démons des ombres? Ne vous inquiétez pas, capitaine. Nous allons régler ça bientôt. » La communication se termina, laissant Jake plus confus qu'auparavant. Le docteur Fox avait l'air de parler de vieux amis, pas de monstres terribles du néant. Autour de lui, les guerriers Khadvar se préparaient à leur dernier combat. Mais quelque chose dans la voix du docteur fit penser à Jake que peut-être, juste peut-être, ils avaient tous mal compris quelque chose d'extrêmement important sur ces démons des ombres. L'horloge tournait, et ils allaient bientôt découvrir qui avait raison. Les démons des ombres arrivèrent exactement au moment prévu par les capteurs. Jake était sur le pont du vaisseau Ketar lorsque la réalité commença à se déformer. Au début, ce fut juste une sensation que quelque chose n'allait pas. L'air était épais, comme de la soupe à respirer. Les lumières rouges clignotèrent, affichant des couleurs sans nom. « Ils arrivent !» disait Fay en silence. Le commandant extraterrestre se tenait à côté de son poste d'armes, mais ses mains tremblaient. Sur l'écran principal, l'espace lui-même semblait se courber. 6 formes sombres surgirent d'ailleurs, déchirant le tissu de la réalité. Les démons des ombres n'étaient ni solides ni énergétiques. Ils se déplaçaient comme une obscurité liquide dotée de multiples angles. Lisa était à ses instruments, mais les données n'avaient aucun sens. « Capitaine, j'obtiens des données impossibles. Ces créatures existent dans plus de dimensions que nos capteurs ne peuvent mesurer. » Le plus grand démon des ombres se dirigea vers leur vaisseau. À son approche, Jake sentit quelque chose de froid toucher son esprit. Des images non siennes défilèrent dans ses pensées. Des endroits sombres entre les étoiles où la lumière n'avait jamais existé. Une faim ancienne qui dévorait des civilisations entières. Une solitude si profonde qu'elle pouvait rendre un homme fou. Autour de lui, les guerriers Khadvar s'agenouillèrent. Ce n'étaient pas des soldats qui savaient reculer, mais maintenant, ils gémissaient comme des enfants. Leurs armes tombèrent de leurs doigts sans force. « Combattez !» hurla Zéhar à ses troupes. « Nous sommes Ketar, nous ne craignons rien. » Mais même la voix du commandant se brisa. Les démons des ombres agissaient sur leurs esprits, leur montrant des visions d'horreur qui dépassaient la peur physique. C'était quelque chose de plus profond, la peur d'être complètement seul dans un univers indifférent. L'un des démons tendit vers leur vaisseau ce qui ressemblait à une tentacule ou une griffe. Là où il toucha la coque, le métal commença à changer, devenant quelque chose d'organique et de malsain. « Pete, comment avance la réparation ?» demanda Jake par communicateur. « Toujours besoin de 3 heures, fut la réponse. L'ingénieur en chef semblait stressé. « Quelles que soient ces créatures, elles rendent mes outils étranges. Le métal ne garde pas sa forme correctement. » Jake regarda l'écran principal. Les démons des ombres encerclaient maintenant les 2 vaisseaux, se déplaçant dans des motifs pénibles à observer. Chaque seconde, ils disparaissaient de l'espace habituel pour réapparaître ailleurs. « Ils essaient de communiquer, » dit Lisa soudainement. Penché sur ses instruments, luttant contre ce que les démons faisaient à son esprit. « Je pense qu'ils envoient des signaux. » Quel type de signaux? Je ne sais pas. Rien dans notre base de données ne correspond à cela. C'est comme s'ils essayaient de parler directement à notre cerveau. Gort était encore debout, mais à peine. Les démons des ombres parlent en folie. Ils montrent des visions de mort et d'extinction. C'est leur langage.
Jake observa son équipage combattre l'assaut mental. Lisa se tenait la tête, essayant de se concentrer sur son travail. Par les caméras internes du vaisseau, il pouvait voir Pete dans la salle des machines se déplacer comme s'il marchait à travers de la boue invisible. Les guerriers Ketar étaient dans un état pire. La plupart étaient maintenant à terre, perdus dans les cauchemars que les démons projetaient. Seuls Zéhar et Gortak étaient encore debout, et ils semblaient mener une bataille perdue d'avance. « Monsieur !» appela Lisa faiblement. L'amitié tente d'accoster. À l'écran, Jake vit le vaisseau de recherche humain s'approcher à travers l'espace cauchemardesque qui les entourait. Étrangement, il semblait indemne de tout ce qui n'allait pas dans la réalité. Le vaisseau se déplaçait normalement, comme si les démons des ombres n'étaient pas là. « Comment font-ils ça ?» demanda Jake. Avant que quiconque puisse répondre, la voix du Dr Fox résonna par le système de communication. « Capitaine Morrison, veuillez demander à vos hommes de garder le calme. Nous allons régler cela immédiatement. »« Docteur, qu'est-ce que ces créatures ? De vieux amis avec de mauvaises compétences en communication ?» répondit le Dr Fox. Sa voix était joyeuse, comme s'il parlait du temps qu'il faisait. « Ne vous inquiétez pas des effets mentaux. Ils n'ont pas de mauvaises intentions. » Jake fixe le panneau de communication. Le Dr Fox semblait totalement sans crainte. Plus que cela, il avait l'air de vivre une journée ordinaire au bureau. Sur l'écran principal, le plus grand démon des ombres s'était approché de l'amitié. Au lieu d'attaquer, il semblait attendre. Jake vit des figures se déplacer à l'intérieur du pont d'observation du vaisseau humain. « Lisa, avez-vous une vue du pont de l'amitié ?» La jeune femme travailla à ses commandes, les mains tremblantes. Après un certain temps, elle réussit à se connecter aux caméras internes du vaisseau. Ce que Jake vit n'avait aucun sens. Le Dr Fox se tenait calmement au milieu de son pont, apparemment en conversation avec l'air. Les autres membres de son équipage parlaient et gesticulaient également, mais il n'y avait personne là pour leur répondre. Au moins, personne que Jake pouvait voir. Puis un des démons des ombres perça partiellement l'espace normal près du Dr Fox. Au lieu de fuir ou de crier, le docteur sourit et hocha la tête comme s'il saluait un vieil ami. « C'est impossible !» murmura Zéphar. « Aucune créature vivante ne peut être près des démons des ombres sans devenir folle. » Mais le Dr Fox ne devenait pas fou. Il parlait à la créature, faisant des gestes qui ressemblaient à un langage des signes. Le démon des ombres répondit avec ses propres mouvements sombres. « Ils sont en train de converser, » dit Lisa avec émerveillement. « Ils parlent réellement à cette chose ?» Jake activa son communicateur. « Dr Fox, qu'est-ce qui se passe là-bas ?»« Je suis en train d'expliquer la situation à nos amis, » répondit calmement le docteur. Il semble qu'il y ait eu un malentendu. Les éthérés tentaient de contacter les Ketar depuis un certain temps. Éthérés, c'est ce qu'on les appelle. Les créatures obscures, bien plus polies que les démons d'ombre, n'étaient plus agressives. Sur le moniteur principal, elles se rassemblaient, proches de l'équipe, non pour attaquer, mais pour une sorte de réunion. Jake observa le pont du Kvar. Les guerriers extraterrestres luttaient toujours contre les effets mentaux, mais l'intensité semblait décroître. Quoi que le Dr Fox accomplisse, cela fonctionnait. « Je commence à décrypter certains signaux », expliqua la capitaine Lisa. « Ils ne cherchent pas à nous faire du mal. Ils veulent se présenter. » Zéphar se redressa, s'appuyant sur sa console d'armes. « Impossible. Les démons d'ombre sont des destructeurs. Ils ont attaqué nos mondes depuis des générations. »« Vraiment ?» demanda le Dr Fox, sa voix parvenant via le communicateur. « Ou ont-ils tenté de visiter vos mondes et avez-vous tiré sur eux ?» Une froide compréhension se fit jour dans l'esprit de Jake. « Docteur, ces créatures ne sont-elles pas hostiles ? » ?»« Absolument pas, capitaine. Ce sont des explorateurs, des diplomates, et plutôt amicaux, une fois que l'on apprend à les aborder correctement. » Sur le moniteur, les démons d'ombre commencèrent à changer. Leurs formes se définirent, cessant d'être chaotiques. Jake discerna ce qui ressemblait à des visages dans les ténèbres et des signes de gestes pacifiques. La pression mentale s'atténuait sur le pont.
Les guerriers Gdvar se relevaient, confus et honteux. Ils tentaient de communiquer, dit Lisa, émerveillée. Tout ce temps, ils voulaient juste nous saluer. Zar fixait l'écran où les démons d'ombre évoluaient dans des schémas organisés. Non d'attaque, mais de danse, de cérémonie d'accueil. Nous les combattons depuis 50 ans, murmura le commandant extraterrestre. Nous pensions qu'ils étaient des envahisseurs. Et vous les avez traités comme tels, en ignorant leurs salutations, plétorqua le docteur Fox avec un sourire. Mais ne vous inquiétez pas, nous, humains, sommes experts dans la résolution de ces malentendus. Jake regardait les guerriers Ktvar, qui avaient passé leur vie à combattre ce qu'ils croyaient être des démons, pour finalement découvrir qu'ils attaquaient des diplomates. Sur l'écran, les créatures d'ombre attendaient patiemment qu'on leur apprenne à se serrer la main correctement. Ce premier contact allait être le plus étrange de l'histoire humaine. Le docteur Fox embarquait sur le vaisseau Ketar, une simple valise métallique à la main. Homme petit, plus bas que Jake lui-même, les cheveux gris et un sourire serein permanent, il était accompagné de 2 autres membres de son équipage, portant des valises identiques. Le commandant Zephyr les observait avec une profonde méfiance. Le guerrier extraterrestre tremblait encore, traumatisé par ce qu'il appelait des démons d'ombre. Ces créatures, pourtant, prétendaient communiquer avec les chasseurs du vide. Comment était-ce possible ? C'est une question d'équipement et d'attitude, répondit le docteur Fox, déposant sa valise et l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des appareils mi-radio, mi-scanners médicaux. Les éthérés ne communiquent pas comme la plupart des espèces. Ils partagent directement leur conscience. C'est ce qui se passait à nos esprits, intervint Lisa. Ils essayaient de nous parler directement. Exactement. Mais leur méthode d'introduction peut être un peu accablante pour les esprits non préparés, prévint le docteur Fox. Il commença à brancher des câbles entre ces appareils. Imaginez quelqu'un vous serrant la main en vous soulevant dans les airs. De bonnes intentions, mais une exécution maladroite. Gortak vérifiait toujours ses armes, bien que le danger immédiat semble s'être estompé. Les démons d'ombre ont détruit des colonies entières, poussé des milliers de nos semblables à la folie. Vraiment ? Demanda le docteur Fox. Où ont-ils rendu vos populations folles par peur face à leur tentative de contact mental ? Cette folie n'a pas été provoquée par les éthérés eux-mêmes, mais par les esprits, essayant de rejeter leur méthode. Comment les humains ont-ils appris à leur parler ? Essais et erreurs principalement, répondit le docteur Fox. Nous les avons rencontrés il y a 30 ans, lors d'une exploration spatiale. Nous avons perdu des équipages à cause de la folie qui touche les Gdvar, mais nous avions quelque chose que vous n'aviez pas. Et bien sûr, la persévérance. L'un des appareils du docteur Fox commença à briller d'une douce lumière bleue. Sur son écran apparurent des motifs presque similaires à des ondes cérébrales. Le tour est joué, conclut le docteur Fox avec satisfaction. Je suis maintenant connecté au réseau de communication éthéré local. Ils sont très heureux de vous rencontrer. C'est impossible, s'exclama Lisa. Comment est-ce possible de se connecter ainsi à leur conscience ? Comme un appel téléphonique, mais un filtre de conscience assure la sécurité pour les esprits non préparés au contact mental direct. Le docteur Fox toucha un bouton sur son appareil. Soudain, l'atmosphère de la pièce changea. Jake sentait une présence à la périphérie de ses pensées. Douce comme un léger coup de porte. Pas une irruption violente. Des mots se formèrent dans son esprit, mais ce n'étaient pas ses propres pensées. La voix était ancienne et patiente, comme le murmure de lointaines étoiles. « Salutations, petit chot. Nous avons attendu longtemps pour vous adresser la parole correctement. » Zar recula, ses bras atteignant des armes qui n'étaient plus là. « Elle parle. »« Whisper of distant sons », expliqua le docteur Fox calmement. « Elle tente de se présenter à vos populations depuis plus de 50 ans. Un peu frustrée, je suppose. » La voix mentale résonna à nouveau, et Jake y discerna quelque chose qui ressemblait à du rire. Nous ne comprenions pas que les guerriers ne pouvaient pas nous entendre correctement. Nous pensions que c'était voulu de la part de vos guerriers. Lisa contempla le vide, les yeux écarquillés d'émerveillement. Je sens ses pensées. Elle est curieuse, comme un scientifique. Nous sommes des explorateurs, confirma la voix. Nous voyageons entre les couches de la réalité, étudiant la belle complexité de l'existence physique. Votre race nous fascine. Gortak se retirait vers la porte. Ce n'est pas normal.
Les esprits ne doivent pas se toucher. Parfaitement normal, répliqua le docteur Fox. Les éthérés existent en partie hors de l'espace-temps. Le contact direct de la conscience est leur mode de communication habituel. Ils sont bien polis de limiter la connexion. Jake ressentit d'autres présences à la périphérie de sa perception, d'autres éthérés, patients et curieux. « Combien y en a-t-il ? 6 d'entre nous sont venus saluer vos guerriers, répondit Whisper of Distant Suns. Nous espérons établir une ambassade, comme nous l'avons fait avec vos peuples. La voix de Zar était pleine de confusion. Le docteur Fox acquiesça. Les éthérés sont alliés à l'humanité depuis 20 ans. Ils nous ont aidés à naviguer dans les dangereuses déchirures dimensionnelles, partager des connaissances sur des civilisations antiques et nous prévenus de dangers cosmiques que nous n'aurions jamais détectés. L'expansion de la vision de Jake s'étendait. Les attaques contre les colonies Ktvar. Nous avons essayé d'envoyer de petits groupes pour établir des centres de communication. Mais vos guerriers nous ont toujours attaqués. Parce que vous ressemblez à des cauchemars et que vous envahissez les esprits, répondit sèchement Gortak. Il y eut un silence. Puis, Jake sentit une sorte de gêne de la part des éthérés. Nous oublions que les êtres physiques nous perçoivent différemment de nous-mêmes. Pour nous, le partage de la conscience est comme vos gestes de la main ou vos sons vocaux. Nous ne voulions pas susciter la peur. Lisa travaillait avec ses propres instruments pour enregistrer la conversation. Incroyable. Nous parlons à des êtres qui existent dans plusieurs dimensions simultanément. Le docteur Fox ajuste son équipement. Vous voudriez voir comment les éthérés se perçoivent réellement. Je peux modifier le filtre de conscience pour partager les impressions visuelles. Avant toute objection, l'air de la salle se mit à scintiller. Soudain, Jake vit les éthérés tels qu'ils se voyaient eux-mêmes. Au lieu de formes sombres et chaotiques, il vit des êtres de lumière vivante qui dansaient dans l'espace. Leurs formes changeaient constamment, mais il y avait une beauté dans cette fluidité, comme observer les aurores boréales ou l'eau qui coule. Ils étaient doux et curieux, en aucun cas effrayants. « Beau » murmura Lisa. Zar restait bouche bée. « Ce ne sont pas des monstres ? Ils sont élégants. Nous sommes ravis que vous les trouviez acceptables, » répondit Whisper of Distant Suns. Et Jake ressentit sa joie à ce compliment. « Nous avons toujours pensé que vos guerriers étaient magnifiques, votre dévouement à la protection des autres, votre courage face aux dangers. Nous espérons apprendre de vous. » Le commandant extraterrestre se tut un long moment. « Nous avons combattu vos peuples pendant 50 ans, pensant nous défendre contre des démons. Nous avons subi des dommages, mais nous comprenons maintenant que vous avez agi par peur et malentendu. Nous ne vous le reprochons pas. » Jake observa la pièce. Les guerriers Ktvar acceptaient progressivement que leurs plus grands ennemis avaient en fait tenté d'être leurs amis. Les humains facilitaient une conversation entre espèces en guerre à cause d'une incompréhension purement communicationnelle. « Et maintenant ?» demanda Jake. Le docteur Fox rangeait déjà son équipement. « Maintenant, nous établissons des protocoles de communication entre les éthérés et l'Empire Ktvar. Ambassade, échanges culturels, et peut-être des accords commerciaux. » Zar observait toujours l'espace où il percevait la présence des éthérés. Il souhaitait être nos alliés depuis toujours. Il souhaitait devenir nos amis. Nous aussi, murmura la voix des enfants lointains avec douceur, si vous voulez bien nous accueillir. Jake sourit en observant les guerriers les plus redoutés de la galaxie se confronter à la réalité. Ils avaient combattu le mauvais ennemi. Parfois, la plus grande victoire n'était pas dans la bataille, mais dans le courage de déposer ses armes et d'essayer de comprendre. La véritable conversation venait tout juste de commencer. 6 mois plus tard, Jake Morrison se tenait sur le pont d'observation de Titan's Edge et assistait à un spectacle impossible. Un vaisseau transport Ketar accostait au-dessus d'un espace apparemment vide. Mais Jake savait mieux maintenant. Les Athéréens avaient édifié une ambassade dimensionnelle, partiellement dans l'espace ordinaire et partiellement dans le vide entre les réalités. Toujours difficile à croire, n'est-ce pas ? Fit Lisa Grant, le rejoignant à la fenêtre. Elle portait maintenant de nouvelles insignes, la désignant comme la première liaison culturelle Athéré-Humanité. Un poste inexistant auparavant, mais devenu crucial alors que 3 espèces très différentes apprenaient à collaborer. « Quel aspect ?» demanda Jake. « Que les guerriers les plus menaçants de la galaxie aient combattu des diplomates pendant 50 ans.
ou que les humains se révèlent être des artisans de la paix. Lisa rit. Les deux, je suppose. Bien que je pense que le commandant Zéphar trouve cela plus difficile que nous. Par la fenêtre d'observation, ils purent voir le commandant Qatar superviser le déchargement de ce qui semblait être des cadeaux destinés aux Atéréens. Le guerrier extraterrestre avait changé au cours des derniers mois. Il restait fier et puissant, mais la colère constante qui le définissait auparavant avait disparu. Pete Collins les rejoignit, essuyant ses mains sur un chiffon. Il travaillait avec les ingénieurs Qatar et Atéréens au développement de nouvelles technologies, réunissant le meilleur des trois espèces. Le projet conjoint de traduction fonctionne mieux que prévu, annonça-t-il. Nous aurons des tampons de conscience en temps réel prêts à la production de masse d'ici 1 an. Cela changera tout, conclut Jake. Les tampons de conscience permettaient à toute espèce de communiquer en toute sécurité avec les Atéréens. Une fois largement disponibles, les êtres dimensionnels pourraient établir les contacts avec des civilisations de la galaxie entière, sans susciter la peur et la folie qui avaient marqué les premières rencontres. Le Dr Fox apparut sur le pont d'observation, son inévitable mallette d'équipement de communication à la main. « Capitaine Morrison, je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour la manière dont vous avez géré ce premier contact. Si vous aviez paniqué ou agi avec agressivité, nous aurions pu perdre l'opportunité de la paix. » Jake haussa les épaules. « Nous avons juste fait ce qui nous semblait juste, aider les gens dans le besoin à comprendre au lieu de tirer d'abord. Cette attitude est plus rare dans la galaxie que l'on ne pourrait le penser. » Le Dr Fox répondit sérieusement. « Les Atéréens ont tenté de contacter 17 espèces différentes au cours du siècle dernier. Les Cathares sont les seuls qui n'ont ni fui immédiatement, ni cherché à adorer les Atéréens comme des dieux. Que s'est-il passé pour les autres ? Certaines espèces se cachent encore. D'autres ont construit des religions entières autour d'eux. Quelques-unes se sont autodétruites plutôt que d'accepter que des êtres tels que les Atéréens puissent exister. » Le Dr Fox ajusta son équipement tandis qu'ils observaient les travailleurs Gdvar. La peur de l'inconnu est une force puissante. Lisa surveillait son appareil de communication. « La voix des enfants lointains désire vous parler, capitaine. » Jake acquiesça. Au fil des mois, il s'était familiarisé avec la douce touche mentale de la communication atterrée. Le tampon de conscience donnait à cette expérience la sensation de parler à un ami dans une autre pièce. « Salut Jake, bâtisseur de pont », arriva la voix familière dans son esprit. « Nous avons des nouvelles à partager. » De quel type de nouvelles s'agit-il ? L'Empire Gdvar a accepté de nous aider à contacter 3 autres espèces. Ils agiront en tant que guerriers, protégeant les missions diplomatiques potentiellement dangereuses. Jake sourit. Ça a l'air d'une chose que Zéphar apprécierait. Il cherchait un moyen d'utiliser ses aptitudes de combattant à quelque chose de constructif. En effet, le commandant guerrier était ravi à la perspective de protéger les explorateurs et les diplomates au lieu de les combattre. Il déclara que cela lui semblait plus honorable que la conquête. Par la fenêtre, Jake pouvait voir Zéphar diriger ses soldats avec la même précision qu'il avait autrefois utilisée pour se préparer à la bataille. Mais maintenant, il se préparait à la paix. Lisa lisait quelque chose sur sa tablette de données. « J'ai des rapports des colonies extérieures. Les premiers programmes d'échange culturel atéréens démarrent. Des érudits Gvar travaillent avec des chercheurs atéréens pour étudier la physique dimensionnelle. »« Des problèmes ?» demanda Jake. « Certains Cathares ont peur, certains humains pensent que nous allons trop vite, mais la plupart des gens semblent enthousiastes quant aux possibilités. » Le Dr Fox hocha la tête. « Le changement est toujours difficile, mais les bénéfices potentiels sont considérables. Les Atéréens possèdent des connaissances qui pourraient faire avancer notre compréhension de l'univers de milliers d'années. » Pete leva la tête, interrompant sa lecture d'un manuel technique. « Et l'ingénierie militaire Gdvar combinée à la science dimensionnelle atterrée pourrait résoudre des problèmes que nous ignorions même avoir. » « Il y a autre chose. » La voix des enfants lointains dit à Jake en privé. « Nous voulions que vous sachiez que votre espèce nous impressionne grandement. »« En quoi ?» La voix des enfants lointains continua. « La plupart des êtres physiques que nous rencontrons sont régis par la peur. Ils voient quelque chose qu'ils ne comprennent pas et ils fuient, ou essaient de le détruire. Votre espèce fait autre chose. Vous voyez quelque chose d'inconnu et votre première réaction est d'essayer de le comprendre, de l'aider s'il en a besoin, de l'approcher si possible. C'est très rare dans la galaxie.
Peut-être que c'est simplement la nature des humains, dit Jake. Peut-être, mais nous pensons que c'est plus que cela. Votre espèce choisit d'être courageuse de manière qui compte. Non pas le courage des guerriers fonçant dans la bataille, mais le courage de s'ouvrir à l'inconnu avec des mains ouvertes au lieu de poings fermés. Jake réfléchit à cela en observant la poursuite de la coopération entre trois espèces qui avaient autrefois été des inconnus ou des ennemis. Que se passe-t-il ensuite? Nous explorons ensemble. Nous apprenons ensemble. Nous affrontons l'inconnu ensemble. Il y avait une lueur joyeuse dans la voix mentale de l'Atéréen, et peut-être que nous trouvons d'autres espèces qui sont prêtes à construire des ponts au lieu de murs. La voix du commandant Zéphar arriva par le système de communication de la station. « Capitaine Humain Morrison, rejoignez-nous à l'ambassade. Nous planifions notre prochaine mission diplomatique et nous avons besoin de votre sagesse. » Jake sourit. Il y a 6 mois, le fier guerrier extraterrestre serait mort plutôt que de demander conseil à un humain. Maintenant, il sollicite régulièrement l'avis de ceux qu'il considérait auparavant comme faibles. « Je dois y aller, » dit Jake à son équipage. La permanence de son devoir l'appelait. Alors qu'il se dirigeait vers l'ambassade dimensionnelle, Jake réfléchit à tous les changements. La galaxie semblait plus petite maintenant, mais aussi beaucoup plus fascinante. Au lieu d'un espace vide rempli d'étrangers lointains, elle devenait une communauté d'espèces différentes apprenant à collaborer. Ils avaient découvert que l'univers n'était pas aussi hostile qu'ils le pensaient. Il était tout simplement habité par des êtres qui n'avaient jamais appris à se présenter correctement. Derrière lui, vu à travers les fenêtres d'observation, les étoiles restaient les mêmes. Mais Jake savait maintenant. Au-delà de l'obscurité entre les mondes, des êtres anciens se déplaçaient avec audace et curiosité au lieu de malice. Quelque part, des guerriers diplomates et des spécialistes dimensionnels élaboraient des plans pour un avenir qu'aucun d'eux n'avait pu imaginer seul. La galaxie mûrissait, et l'humanité s'était retrouvée dans le rôle d'enseignant, démontrant à tous que parfois, la plus grande force résidait dans l'art de ne pas combattre. C'était une bonne leçon, pensa Jake. Et ce n'était que le début. Les étoiles appelaient, et pour la première fois dans l'histoire galactique, 3 espèces différentes envisageaient de répondre à l'appel.